Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait des Liaisons dangereuses, publié par Choderlos de Laclos en 1782. Nous sommes en plein siècle des Lumières et du coup va se développer une philosophie qui sera la philosophie du libertinage. Dans les Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos va mettre en scène deux libertins qui, par l'intermédiaire de lettres, puisque c'est un roman épistolaire, qui vont mettre au point toute une série de stratagèmes visant à dévoyer une personne innocente. C'est aussi l'occasion pour ces deux personnages, par leur correspondance, d'échanger sur leur conception personnelle du libertinage et éventuellement d'en exposer les causes. Et c'est précisément ce qui arrive dans cette lettre 81, qui est une lettre de la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Je vous en propose la lecture. Entré dans le monde, dans le temps où, fille encore, j'étais voué par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait de me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcé souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtiens dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que depuis vous avez loué si souvent. Encouragé par ce premier succès, je tâchais de régler de même les divers mouvements de ma figure. La problématique qui dirigera notre commentaire linéaire de ce texte sera la suivante. En quoi la marquise contrevient-elle à la morale sociale ? Pour répondre à cette problématique, je diviserai mon texte en 4 mouvements qui seront simplement les différents paragraphes qui le constituent. Dans le premier paragraphe, nous verrons en quoi le rapport entre l'individu et la société va être conflictuel. Nous verrons ensuite, dans le deuxième mouvement, comment la marquise de Merteuil se forme à l'hypocrisie. Dans le troisième paragraphe, nous verrons quelles sont les interactions sociales qui sont permises par cette maîtrise du spectacle. Et enfin, nous montrerons l'émergence de l'attrait pour le libertinage. Je commence ainsi le commentaire. Donc le commentaire s'ouvre sur la définition d'un espace-temps. Elle entre dans le monde et dans le temps où, etc. Il s'agit donc de définir un cadre spatio-temporel social, puisque dans le monde, il est ici question de mondanité, puisque Madame de Merteuil est marquise. Donc c'est donc bien dans le monde, au sens social, qu'elle entre. Elle entre aussi dans un temps, un siècle, celui des Lumières, mais aussi et surtout son âge, elle est fille, elle est jeune, et dès cet âge-là, elle va être cadenassée par un certain nombre de verrous sociaux qu'elle n'a pas choisis et qu'elle va subir, comme va le montrer le premier mot, un participe présent, entrer dans le monde, elle ne l'a pas choisi, on l'a jeté dans ce monde. Cela va se montrer aussi par la tournure passive qui va accentuer le verbe vouer, tournure passive qui va montrer le fait qu'elle est soumise à cet état social, à ce cadre spatio-temporel, et c'est une soumission qui va être définie comme naturelle. Elle est vouée par état. Son état, c'est d'être fille, donc les femmes sont vouées naturellement au silence et à l'inaction. Dès la première partie de la phrase, nous avons donc la définition stricte d'un cadre spatio-temporel, social, qui va conditionner des comportements féminins négatifs. Cependant, la fin de la phrase va montrer comment ces conditionnements vont être déviés par la marquise, puisque le passif « j'étais voué » va se transformer en actif, « j'ai su en profiter », et à cette énumération, au silence et à l'inaction, va succéder une deuxième énumération, « observer et réfléchir », l'utilisation de l'esperluette permettant de montrer le parallélisme. Elle est vouée par état au silence, du coup, puisqu'elle ne peut pas parler, elle observe. Elle est vouée par état à l'inaction, et du coup, puisqu'elle ne peut pas agir en vrai, elle va agir en pensée, elle va réfléchir. Ainsi donc, elle va s'emparer des codes sociaux pour les subvertir. Cette subversion va s'étendre et se développer dans la deuxième phrase du paragraphe, puisque nous allons avoir la position COD, qui va être caractéristique de ce personnage. On me croyait étourdi, on me tenait, on me cachait, etc. Donc elle est en position COD, en position d'objet. Elle est rendue en position d'objet par un « on » indéfini qui représenterait la société. C'est plus que les hommes en général, c'est aussi la société, c'est-à-dire que cette pression sociale se transmet aussi par les femmes. Mais là encore, cette position imposée socialement est renversée. De la même manière que grammaticalement, on peut justifier qu'elle est soumise en position d'objet, et bien grammaticalement, on se rend compte que le vrai sujet de cette phrase, c'est le « je ».
puisque tous les « on » qui sont les autres sujets sont toujours dans des propositions subordonnées. Le « je » est le seul sujet de la seule principale. Tandis qu'on me croyait étourdi, proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de concession, qu'on s'empressait de me tenir, proposition subordonnée relative qui complète discours, et pareil, qu'on cherchait à me cacher, proposition subordonnée relative qui complète ce. Donc, dès le premier paragraphe, on a un rapport conflictuel entre individu et société, une société qui va imposer un état de silence et d'inaction, et un individu qui, à l'intérieur de cet état de silence et d'inaction, va s'emparer d'armes nouvelles, ce que nous verrons ensuite, pour pouvoir subvertir les règles. Et c'est ainsi que je passe à mon deuxième paragraphe. La ressource principale sera la curiosité qui est ici qualifiée d'utile. Il est intéressant de voir que utile est ici antéposé, c'est bel et bien la parole de la marquise qui est explicitée, et non pas la parole sociale. Donc la curiosité qui serait socialement inacceptable caractérise positivement la marquise. Elle est caractérisée positivement tout simplement parce qu'elle va permettre d'instruire et d'apprendre. On retrouve cependant, là encore, l'utilisation du participe passé, forcé, qui, comme le premier à la ligne 1, entrée, va être là pour montrer la soumission. Elle est forcée, souvent, de cacher les objets de son attention aux yeux qui l'entourent. Ces règles sociales à laquelle elle est soumise, du coup, elle va les subvertir par le travail de soi. J'essayais de guider donc mes yeux à mon gré. Face au regard de l'autre, il s'agit de déguiser son propre regard. Et c'est ainsi qu'elle y arrive. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait. On retrouve l'utilisation de l'adjectif qui était présent en ligne 3. On me croyait étourdie ou distraite. Elle a pris ce regard distrait. C'est donc qu'elle a pris le regard qui était socialement attendu d'elle, que depuis vous avez si longtemps loué. Ici, le pronom deuxième personne du pluriel désigne le vicomte de Valmont. Nous avons deux libertins qui discutent l'un avec l'autre, et c'est bel et bien des valeurs libertines dont il est question, ou en tout cas de la subversion des valeurs sociales dans le cadre du libertinage qui est décrit. Là encore, on enchaîne avec un participe passé, encouragé par ce premier succès, qui pour le coup est positif. Donc on a comme une déresponsabilisation avec l'énumération de ces participes passés, déresponsabilisation paradoxale, puisque d'un côté, elle n'est pas responsable de l'état dans lequel elle est, réduit par état au silence, et en même temps, elle en est pleinement responsable, puisque justement, c'est à volonté, à son gré, qu'elle va se transformer. Donc le premier succès dont il est question, c'est le regard. Une fois qu'elle a changé son regard, elle tâche de régler la figure. Donc on a une progression dans le travail, on commence par le regard, puis la figure en entier, et cette figure va être le siège des émotions. Le regard va être le siège de la distraction et la figure celle de l'émotion. Et à cela va pouvoir succéder des oppositions entre sentiments négatifs qu'elle s'inflige, sentiments positifs qu'elle montre. De la même manière que, en réalité, la société la force à montrer son assentiment à quelque chose qui lui déplaît. Ressentais-je, on a toujours dans le vocabulaire d'émotion, ressentais-je quelques chagrins, émotion négative, je m'étudiais à prendre l'air de la sécurité, même celui de la joie, émotion positive. Là encore, le verbe étudier est intéressant à mettre en lien avec les verbes instruire et apprendre qui commençaient le paragraphe. De la même manière, plus ou moins une répétition, une accentuation même, opposition de douleur volontaire et expression du plaisir. Là encore, l'élément intéressant, c'est la notion d'expression. Il ne s'agit pas d'être, il s'agit de montrer. Et c'est en cela qu'on peut véritablement parler d'hypocrisie, puisque au sens étymologique, l'hypocrite est celui qui porte un masque. Ici, la marquise de Merteuil est en train d'expliquer comment elle a composé son personnage social. Personnage social qui va lui permettre par la suite de rentrer en interaction avec les autres, tout en acceptant les codes de la société et les subvertissant de manière simultanée. La construction suivante est intéressante, à la ligne 14, je me suis travaillé, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Premièrement, le je est bien en position sujet, mais il est aussi en position d'objet. Je me suis travaillé, j'ai travaillé moi-même. À cela, on peut ajouter la construction passive. Donc, ce n'est plus elle qui subit la pression de la société, mais elle se subit elle-même, finalement. Il y a comme une disjonction de soi-même. Une disjonction de soi-même, elle se subit elle-même, et c'est en se subissant, finalement, qu'elle va évoluer. Elle subit son masque, tout en se travaillant de l'intérieur.
on retrouve encore, cette fois-ci en une seule phrase, au lieu d'avoir des paradoxes comme précédemment, et bien ici ce serait l'équivalent d'une oxymore, réprimer les symptômes d'une joie inattendue, dans le sens où symptômes et joie vont avoir l'essai négatif de la maladie et positif de l'émotion. Le paragraphe se termine avec du coup une architecture logique forte, c'est ainsi que, et qui va résumer l'intégralité de ce travail. J'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance, dont je vous ai vu quelquefois si étonné. Il s'agit donc de dompter sa physionomie, dompter son apparence, pour pouvoir se présenter dans le monde tel que le monde veut que l'on se présente. Et là encore, elle est tellement efficace dans son travail qu'elle a même réussi à rouler le vicomte de Valmont, qui est lui-même étonné de l'avoir découverte ainsi à l'intérieur, alors qu'elle n'en avait vu que l'extérieur. Ce travail sur l'intériorité, du coup, va permettre de nouvelles interactions sociales, un nouveau rapport au monde. Et c'est ma troisième partie. Elle n'est plus fille, mais elle est toujours bien jeune. Quelque temps s'est passé et elle est presque sans intérêt. On peut aussi ici noter la sileps. Non seulement elle-même n'a pas d'intérêt pour la société, mais la société n'a pas d'intérêt pour elle non plus. Tout simplement parce qu'elle est encore bien jeune, elle n'est pas encore en âge de se marier, même marquise, elle n'est pas encore intéressante. Déjà que c'est une femme, en plus elle est jeune. Mais, conjonction de coordination à valeur adversative forte, je n'avais à moi que ma pensée. Ici, la seule chose qu'elle possède, sa pensée, va être renforcée par deux éléments, la négation restrictive, ne que, et le disjonctif, à moi. Elle se résume simplement à sa pensée. Elle se résume à sa réflexion, et elle ne veut pas la laisser passer parce que c'est elle. Donc je m'indignais qu'on pût me la ravir. Ici, le subjonctif montre bien l'irréalité du projet, à la fois l'irréalité d'une possibilité, on l'empêcherait de réfléchir, et l'irréalité de ce qu'elle veut en faire. Elle ne veut pas en être dépossédée. Muni de ces premières âmes, il s'agit ici du travail sur la physionomie qui était évoqué avant, j'en essayais l'usage. On est vraiment ici dans l'interaction sociale nouvelle, et ici on va voir émerger une espèce d'étanchéité de la personne, non contente de ne plus me laisser pénétrer, donc on n'arrive plus à rentrer dans sa tête, c'est ce qu'elle craignait avant. Et bien du coup elle va s'amuser à se montrer sur des formes différentes, elle essaye en pratique ses armes, et il commence à y avoir une disjonction nette entre ce qu'elle est à l'intérieur et ce qu'elle laisse paraître. Sur de ces gestes, là encore référence au paragraphe précédent, j'observais mes discours. De la même manière qu'il y avait une progressivité du regard à la figure, eh bien, il y a une autre progressivité du masque au discours. Et on retrouve ici aussi le vocabulaire théâtral. De là encore, réutilisation du même verbe. Je tâchais de régler les divers mouvements de ma figure, ligne 9. Je réglais les uns et les autres, donc les gestes et les discours, ligne 22. En suivant les circonstances. Donc l'important, c'est les conditions de parole, les conditions d'interaction sociale, ou suivant mes fantaisies, ou du coup les conditions qu'elle subit, ou les conditions qu'elle choisit. Et là, on commence à avoir véritablement l'émergence d'un individu sentient, qui va avoir une vraie volonté. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seul. On retrouve ici le disjonctif, le pronom disjoint, moi, renforcé par le pronom possessif, ma, et je ne montrais plus que celle qu'il était utile de laisser voir. La disjonction du moi et du monde est définitive, et elle ne se résume plus qu'à une surface. La marquise n'est qu'une surface réfléchissante. Et c'est ainsi que je passe à mon dernier paragraphe. Le dernier paragraphe commence donc sur une adresse directe au vicomte de Valmont. Vous jugez bien que, avec du coup une interaction qui est possible, une interaction vraie, qui n'est possible que justement parce que le vicomte est lui aussi libertin. Lui aussi a l'amour de la pensée. Il n'est pas qu'une surface. Comme toutes les jeunes filles, il va venir insister ici sur la notion de normalité, ou en tout cas la notion de nature. Elle était vouée par état au silence et à l'inaction, alors qu'elle est vouée par nature à la réflexion. Et cette distinction de l'état et de la nature va être importante parce que du coup c'est la distinction de nature et de culture. Elle est dans un monde de culture, elle est dans le monde, un monde cultivé, mais elle est par nature vouée à un autre monde. Donc cette notion d'essence, de nature, va se manifester dans l'expression deviner l'amour et ses plaisirs. Ici, on va noter encore, avec le retour des Esperluètes, un parallélisme. L'amour va être du côté du couvent, de la bonne amie, donc il s'agit ici du sentiment, et les plaisirs, qui vont être du coup les relations physiques, seront mises de manière négative, là encore, surveillées par une mère vigilante.
de toute façon, l'amour et les plaisirs sont présentés négativement, soit par la négation, ne jamais ou ne point, qui sont deux négations totales, fortes, soit par l'adjectif vigilant, qui montre que cette recherche est interdite. Là encore, on voit bien ici que c'est bien la société en général, c'est-à-dire que les femmes elles-mêmes contribuent à la postérité de cet état de fait. Donc je n'avais assurément que des idées vagues que je ne pouvais fixer, ce qui est son drame, puisque justement elle veut avoir des idées précises, elle veut avoir les idées claires, elle réfléchit. Le retour de la nature est ici visible, elle se place du côté de la nature, la nature travaillait en silence, de la même manière qu'elle-même, avant, travaillait en silence par état, mais elle travaillait, ligne 14, je me suis travaillé. Donc il y a une association directe de sa manière de se comporter à une manière qui serait naturelle pour elle de chercher cela, de chercher à s'améliorer. On voit encore le fait qu'elle est dans son bon droit grâce à la prolepse, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis. La nature lui a donné raison. Donc non seulement par nature elle devait le faire, mais en plus la nature lui donne raison par la suite. Et elle se retrouve du coup en démiurge d'elle-même. Elle perfectionne son ouvrage. La nature et elle-même se rendent parfaites. Mais là encore, il serait faux d'avoir la définition générale de libertinage réduite à la sexualité. Ici, il s'agit bien d'un libertinage de pensée, puisque cela seul importe. Ma tête seule fermentait. Je n'avais pas l'idée de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. L'idée ici est bel et bien de connaître, et pas forcément d'expérimenter. L'expérience n'est qu'un moyen de connaître. Elle aurait pu le connaître d'autres manières, simplement, c'est l'expérience qui lui en donne le moyen direct. Là encore, on retrouve dans la construction syntaxique un chiasme, donc l'idée de jouir les moyens, donc jouir physique et les moyens, ce sera physique aussi. Je voulais savoir, ou le désir de m'instruire, ici, c'est intellectuel. Donc on a ici un chiasme qui va accentuer du coup l'idée de cadenassage social de cette volonté d'être une femme libre, indépendante et surtout intelligente. En quoi la marquise contrevient-elle à la morale sociale ? Premier élément d'intérêt, c'est qu'il s'agit ici d'une lettre dans laquelle elle expose son immoralité, mais c'est une lettre privée. C'est donc bien un paradoxe. Il s'agit d'exposer quelque chose que l'on cache simultanément. Et ce paradoxe, il va se répercuter dans toutes les phases de la lettre, puisqu'elle va précisément copier les comportements sociaux par son hypocrisie, tout en les subvertissant. À mesure qu'elle copie, elle subvertit. Deuxième point d'intérêt, c'est la justification du fait qu'elle contrevienne à cette morale. C'est une justification qui est faite par la mise en exergue d'une passivité forcée à laquelle, du coup, il devient juste de s'opposer. Par nature, il est juste qu'elle agisse comme elle le fait. Et c'est la culture, donc la société, qui l'empêche de réaliser sa propre nature. Enfin, dernier point d'intérêt, c'est tout simplement le style, qui va montrer sa liberté d'esprit par la complexité des formulations, par l'usage du vocabulaire et les répétitions de ce vocabulaire, par l'architecture logique fortement marquée, et par les systèmes de parallélisme complexes qui vont être notés par des éléments typologiques précis. En cela, la marquise contrevient de manière paradoxale à la morale sociale, elle s'y conforme tout en y contrevenant. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé d'étudier la valeur des temps de l'indicatif dans le dernier paragraphe. Pour traiter cette question, j'évacuerai le verbe « on eût dit » à la ligne 30, qui, à cause de l'accent circonflexe, est un subjonctif. Donc il ne fera pas partie du relevé. J'évacuerai aussi tous les autres modes, notamment les infinitifs et les participes. Je vais commencer par le présent, à la ligne 26. Vous jugez bien que. Ici, on est dans le contexte d'une discussion, même si elle est différée par la lettre. Donc une discussion avec le vicomte de Valmont, ce qui nous autorise à donner la valeur d'énonciation à ce présent. Nous avons aussi un passé composé. Je n'ai eu, donc ligne 30. Comme tous les temps composés, il a une valeur d'antériorité par rapport au présent qui est dit. Enfin, nous avons un seul passé simple, suggéra, à la ligne 33. Ici, il s'agit d'une action de premier plan, puisque c'est précisément cette action qui va déclencher la réalisation effective de son libertinage, à savoir les relations sexuelles. À cela, on va ajouter les 8 imparfaits, que je vais traiter de manière chronologique.
Donc je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs, ligne 26. Il s'agit ici d'une description, puisqu'on a avant, comme toutes les jeunes filles, qui montre que c'est une définition de ce qu'elle est. Elle est comme toutes les filles, du coup je cherchais comme toutes les filles, c'est une description. Je n'avais que des idées vagues que je ne pouvais pas fixer. Ici, je vais attribuer à ces deux imparfaits, lignes 28 et 29, la valeur d'habitude, puisque c'est quelque chose qu'elle faisait de manière récurrente à la période dont elle parle. Donner, ligne 30, la nature même ne me donnait encore aucun indice, grâce à l'adverbe encore, qui montre que c'est achevé au moment où elle écrit, et donc c'est inachevé au moment où elle parle, je lui donne la valeur d'inachevé. De la même manière, on nous dit qu'elle travaillait en silence, même valeur, inachevée pour les mêmes raisons. Ma tête seule fermentait, puisque dans tout le texte, il est question de ce qu'elle est, de sa définition en tant qu'individu, et qu'elle se caractérise par sa pensée. Je vais attribuer ici la valeur de description au verbe fermenter. Je n'avais pas l'idée de jouir, et je voulais savoir, même valeur pour les mêmes raisons.